Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui on va parler OSR. Mais déjà, qu'est-ce qu'un OSR? C'est l'acronyme pour Old School Renaissance. Et le nom est plutôt bien choisi, car le but va être de retrouver l'expérience que l'on avait sur les anciens jeux de rôle. Une expérience parfois injuste, déséquilibrée, mais où ce qui était important était de ramener le trésor et non de vaincre le monstre. Une des choses qu'on retrouve le plus dans les OSR modernes est un système de jeu simplifié. Le but n'est pas d'être simulationniste, au contraire, nous voulons une action rapide et se concentrer sur la prise de décision des joueurs plutôt que sur les chiffres. D'ailleurs, cette simplification est même souvent poussée jusqu'à la création de personnages. En effet, les OSR étant volontairement déséquilibrés, vos personnages auront tendance à avoir une durée de vie pouvant être plutôt faible. Par conséquent, nous avons besoin d'une création de personnage qui est rapide, mais également on va éviter de trop s'attarder sur le BG de notre personnage, celui-ci se développera au fur et à mesure de l'aventure. C'est d'ailleurs un des avantages des OSR, car vous pourrez très bien faire des scénarios courts, comme des grosses campagnes très étendues, et cela en utilisant plus ou moins les mêmes personnages. Car même si nos personnages sont jetables, celui qui survivra, en dehors de son gain d'expérience, aura une histoire riche et complète à raconter aux autres. Et c'est sûrement ce qui fait la force des OSR. Ce sont des générateurs d'instants. Au final, nous n'avons pas vraiment besoin de lancer de dés et de mécaniques de ce genre. On va plutôt faire appel à l'intelligence des joueurs pour essayer de résoudre les situations au fur et à mesure qu'elles se présentent à elles, en utilisant leur imagination et leur intuition. Mais d'un autre côté, cela peut être également handicapant. Car du côté du maître de jeu, il n'aura pas un gros ouvrage pour s'appuyer, d'ailleurs la plupart des OSR ne font que 3 ou 4 pages, et ça va vraiment être à lui d'arbitrer pour savoir si l'action des joueurs est réalisable ou non. Du coup, on pourrait croire que ça nous donne un setting assez limité. En effet, les mécaniques de jeu ne vont couvrir qu'une toute petite partie de ce que peuvent faire les joueurs, alors qu'au contraire, on leur donne énormément de liberté. Et c'est vraiment là où on va retrouver la différence avec un véritable jeu old school, comparé à un jeu old school Renaissance. Car les jeux old school étaient très blancs ou noirs, tandis que sur un OSR, il va falloir mettre tout un panel de gris. Bien sûr, un jeu qui n'a que 3 ou 4 pages peut manquer de profondeur. Mais encore une fois, ça va être au maître de jeu et aux joueurs, de par leurs actions, d'apporter de la richesse à l'univers et de la profondeur à leur monde. Au final, un OSR est une expérience enrichissante, que ce soit en tant que joueur ou que MJ. Un joueur, sachant qu'il n'a que peu de chances de survivre à des combats, va devoir utiliser la ruse, son ingéniosité et essayer de trouver des solutions à des problèmes. De la même façon, le MJ, lui, va devoir réfléchir, interpréter, improviser au fur et à mesure des idées des joueurs. Le côté extrêmement simple de ces jeux en fait également de parfaits outils pour l'initiation de joueurs en tout cas, car ils pourront créer leur propre personnage, n'auront pas besoin de réfléchir à un BG bien compliqué et les systèmes de jeu sont extrêmement simples. Dernier avantage pour les OSR, ce sont généralement des jeux compacts, faciles à lire et vous pouvez en trouver un bon nombre de gratuits sur internet si vous voulez vous essayer au genre. À présent, je rejoins mon panel d'experts pour voir ce qu'ils pensent des jeux OSR. Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique. Et ce soir, je ne suis pas accompagné non par 3 invités, non par 2 invités, mais par un seul, mais il est exceptionnel. Monsieur KF, bienvenue parmi nous. Hello. Donc, on va parler OSR ce soir. Et donc, histoire de vraiment bien commencer et de mettre en avant la qualité du panel ce soir, j'aimerais que tous ceux qui pratiquent l'OSR lèvent la main. J'ai fait une partie. Parfait, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Et donc, encore une fois, c'est les meilleurs experts que j'ai pu trouver sur MySpace. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres réseaux sociaux pour trouver des experts de meilleure qualité, dites-le moi dans les commentaires, j'en ai besoin. Je crois qu'MSN c'est pas mal. Google Plus. Ah oui, Google Plus. Non, mais en fait ma pratique de l'OSR, moi, c'est une nuance. Parce que ayant lu un peu ce que c'était l'OSR, ouais, je disais que du coup, j'ai eu la chance de lire Coureur d'orage du Grumpf par des moyens pas très légaux. Et comme j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, du coup, je l'ai acheté. Et en fait, en lisant la définition qu'a le Grumpf des OSR, moi mon jeu de cœur reste Little Fears, et ben en fin de compte, on est assez proche du délire OSR. Donc c'est pour ça le
le demi-levé. Alors du coup, je vais quand même poser une petite question. Est-ce que la définition d'OSR vous paraît claire pour tout le monde et pour ceux qui ont plus de connaissances, est-ce que la définition que j'ai donnée vous paraît juste? Bah, moi, je suis relativement satisfaite par ce que tu as dit. Il y a un ou deux trucs qui me font un peu tiquer, tu vois. Le fait de dire 3-4 pages, c'est pas l'expérience que j'en ai dans les jeux que j'ai lus d'OSR. Alors après, je parlais vraiment purement mécaniquement. Oui, je comprends. Mais tu vois, dans la mécanique, tu peux rentrer des choses comme les tableaux de progression de chaque classe qui prennent du temps, les équipements et tout. T'en as certains qui peuvent être assez touffus en termes de quantité, mais t'as pas. Là où il y a un côté effectivement compact, c'est que t'as pas besoin de tout lire à l'avance, quoi. Personne n'a besoin de connaître les listes de sorts si elles existent, les listes de monstres, etc. En détail. Après, définir l'OSR, c'est toujours un truc assez difficile parce que pour moi, c'est avant tout un mouvement, en fait. C'est un ensemble de personnes qui se sont mises ensemble, c'est un ensemble d'idées qui se sont développées, de jeux qui sont nés autour, et ça part un peu dans tous les sens. Et moi, quand j'essaie de comprendre, enfin, d'essayer de définir rapidement l'OSR, je pars soit sur un côté plutôt historique, comment est-ce que ce mouvement est apparu, qu'est-ce qu'il voulait faire au début, ou soit sur un angle axiomatique. Donc ça, c'est un peu celui que tu as pris, tu vas te dire le player skill, par exemple, le rolling not rules, tu as tout un tas d'idées comme ça. Et l'axiomatique de l'OSR, elle n'est pas toujours très cohérente, quoi. Il y a des gens qui mettent en avant des trucs qui sont très différents, ce qui rend l'exercice de définition compliqué. Donc je trouve que tu t'en sors pas mal, mais oui, il y a juste un truc qui est assez important à souligner, à dire dès le début. L'OSR n'est pas que une nostalgie pour les anciens jeux à la D&D. Au sens où, premièrement, l'ESR première vague, qui était vraiment de l'ordre des retroclones, c'est-à-dire des jeux qui singeaient exactement des D1, AD&D, etc., étaient vraiment dans le délire de retrouver peut-être un gameplay, mais en tout cas retrouver des règles spécifiques d'avant. Mais il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de découvertes qui sont, à partir de ce noyau de base, développer le jeu de rôle dans une nouvelle direction. Et je connais pas mal de gens, et je m'inclus dedans, qui n'ont aucune nostalgie pour Donjons et Dragons 1, j'y ai jamais joué, ni AD&D, ni AD&D 2, en fait. Mais prennent leur plaisir dans l'OSR, quoi. Mais même du coup, est-ce que... Enfin, c'est un petit peu... que je me rappelle vaguement avoir dit, parce que comme vous le savez peut-être, mais probablement pas, je ne me rappelle absolument pas de ce que j'ai dit dans cette vidéo, et je n'ai pas pris le temps de la re-regarder avant, parce que voilà, c'est ce niveau de professionnalisme que vous pouvez vous attendre sur cette chaîne. Mais finalement, autant la OSR, ça décrit bien d'où ça vient, mais j'ai pas moi le sentiment de jouer à un jeu old school quand je fais de l'OSR. Il y a... Enfin, pour moi en tout cas, les premiers souvenirs des parties de Donjons et Dragons, c'était quelque chose de très très cadré, hein. C'était limite du jeu de plateau un petit peu revu, glorifié. Mais du coup, sur la vague OSR, je suis sur quelque chose de complètement différent, d'où même si c'est là-bas c'était ça, maintenant on est sur un truc qui est complètement varié, et au final c'est vrai pour l'intégralité du jeu de rôle. Donc qu'on est parti sur une base de Donjons et Dragons et que maintenant on a le droit à avoir des jeux un peu plus exotiques, pour ne pas citer La Clé des Nuages, que je vous conseille d'aller acheter rapidement chez Dystopia. Moi je l'ai acheté, je l'ai dit. Placement produit. Toujours un petit peu. Mais voilà. Donc voilà, première théorie. Est-ce que l'OSR finalement est encore si proche de ses origines? Est-ce que c'est pas le Donjons et Dragons 1 qui est un peu idéalisé ou mal interprété? Parce que apparemment, on reste quand même sur une base très très simple dans Donjons et Dragons première édition, la boîte rouge et tout ça. Et autant moi non plus j'y ai pas joué, mais autant j'ai des collègues qui l'ont pratiqué et qui là sont repartis dans de l'OSR bien comme il faut pour retrouver ce plaisir-là. Et quand ils te racontent leur partie, t'es beaucoup plus proche du narrativisme que de l'idée de Donjons et Dragons où t'étais très proche du wargame, quoi. Et je pense que c'est un peu ce qu'il y a à mettre sur la table aussi, c'est que souvent on compare ce mouvement OSR en disant ça remonte, ça remonte, ça remonte, c'est du vieux jeu de rôle. Et après on te présente le narrativisme et tout ça comme étant un truc hyper progressiste et tout ça, alors que ça l'est pas forcément et les deux ne sont pas forcément discordants, quoi. J'aurais tendance à dire qu'on est face à un vrai problème si on veut répondre rigoureusement à cette question, qui est on ne connaît pas bien les pratiques de jeu qui existaient à l'époque. C'est-à-dire qu'on peut relire les textes de jeux de D&D 1 qui ont la particularité, quand on regarde avec un œil moderne, d'être extrêmement
peu cohérent, en tout cas peu unifié. C'est-à-dire que si tu lis des D1, ok, quand tu essayes d'ouvrir une porte, tu as une porte verrouillée, bah, tu as une chance sur 8 d'avoir tel truc, et puis sinon ça va. Si tu as tel problème, tu as 40% de chance de réussite. Les dégâts, là, c'est entre 3 et 6. C'est très peu unifié, et tu vois qu'en fait, D1, et puis alors D1, c'est flou parce qu'il y a eu 1 million d'éditions différentes, mais c'est souvent des enchaînements de plein de bouts de mécanique qui ont été ajoutés ad hoc. Et on peut supposer que, dans une certaine mesure, la pratique de l'époque, c'était inventer une petite mécanique là maintenant. Ok, tu vas me jeter un D8, si tu fais 5, ça passe, tu vois. Et c'est peut-être ça qu'on essaye de reproduire. Mais ensuite, pour les pratiques en elles-mêmes, elles sont très dures de savoir exactement ce que font les gens. Et ce qu'on a de mieux de temps en temps, c'est juste des rapports qui ont été faits. Moi, j'ai en tête un post de. Il y a un post, je crois, c'est sur The Forge, par l'auteur du jeu de rôle Ambre, qui n'est donc pas du tout OSR, qui racontait ses campagnes de D&D à l'époque, où il jouait un voleur et où il avait 1 point de vie. Il avait roll 1 point de vie. Au niveau 2, il a eu un nouveau point de vie, mais il avait 2 PV. Et il faisait absolument tout ce qu'il pouvait pour ne jamais jeter les dés, ne jamais perdre de points de vie, ne jamais se battre, jamais rien. Et toujours être dans l'astuce absolue, quoi. Donc lui, il se reconnaît, je pense, pas mal dans l'idée que l'OSR serait un retour aux sources, alors que d'autres peuvent effectivement ne pas du tout s'y retrouver, quoi. Du coup, les moins pratiquants, est-ce que c'est un genre qui vous intéresse ou est-ce que, au contraire, c'est un genre que vous ne pratiquez pas de façon volontaire? Bah moi, c'est un genre qui m'intéresse, hein. Bah, de manière, je suis quand même très curieux de à peu près tous les styles de jeu. Bah, d'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis en train de... Mon bouquin de chevet à l'heure actuelle, c'est Cœur Vaillant du Grumpf. Donc, je suis en train de m'y plonger un petit peu. Mais en termes de pratique, c'est quelque chose que je trouve intéressant au niveau de la note d'intention, justement. De passer outre la pure mécanique, les purs jets de dés, et essayer de mettre un peu plus de narration, enfin pas exactement mettre de la narration, mais essayer d'expliquer un petit peu la manière dont vont se résoudre les situations, etc. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant dans la note d'intention, en tout cas. Si j'ai bien compris, la note d'intention du mouvement. Ouais, c'est à peu près la même que j'ai lue dans Cœur Vaillant. Mais oui, ouais, c'est ce qui ressort souvent, moi, des rapports que j'ai lus et des gens qui ont essayé de définir l'OSR. C'est sur la chaîne Jeux de rôle Passion, il a fait une vidéo sur l'OSR, sur Into the Known, où il explique que du coup, pour lui, la grosse différence entre l'OSR et le jeu actuel, si on peut appeler ça moderne, bref, et ce qui n'est pas OSR, c'est que dans le cadre où c'est pas OSR, tu vas dire j'inspecte la pièce et le MJ va dire fais un jet de perception. Et que dans sa vision de l'OSR à lui, c'est au joueur de dire je vais dans la pièce, je l'inspecte, je soulève le tapis, je déplace les cadres. Et je pense que ce côté, ça contribue au retour aux sources, ce côté plus détailler ton action et vraiment jouer ton rôle en fait. Alors, ce que tu dis, ça fait écho notamment. Un des textes qui a beaucoup popularisé l'OSR, c'est le manifeste de Matthew Finch, genre A Quick Primer for Old School RPG, un truc comme ça, qui est un petit texte de 10-15 pages qui dit voilà comment je vous propose de jouer, il donne quelques principes assez généraux, qui n'est pas forcément l'alpha et l'oméga du jeu de rôle. Il y a pas mal de gens qui se sont écartés de cette vision-là. Mais il donne exactement ce genre d'exemple, tu vois, de dire on oublie les compétences qui servent de raccourci pour faire des trucs et on redécrit spécifiquement comment on fait les choses. Et une des choses qui... bon, il y a des OSR avec des compétences, même si c'est pas si courant que ça. Mais un des trucs qui ressort beaucoup, c'est l'idée que l'OSR est moins dans la façon dont les règles fonctionnent que dans la façon de s'y référer, en mettant en avant tout la logique fictionnelle. Ça, c'est un truc du Grumpf. Ça, c'est tu commences par la logique fictionnelle, la logique... Enfin, la logique de l'univers, en fait, de qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui devrait avoir lieu, est-ce que tu peux faire, etc. Ensuite, la logique du personnage, si t'es un voleur, t'es capable de te planquer, si t'es un guerrier, t'es peut-être capable d'enfoncer cette porte, j'en sais rien. Et seulement à la fin, les règles comme une espèce de butoir terminal, quand t'as besoin de trancher durement, tu les sors, quoi. Du coup, Monsieur Philou et Monsieur Pierre, votre avis sur le genre? Personnellement, j'ai pas une grosse pratique de l'OSR, j'ai dû faire peut-être 1 ou 2 parties en tant que MJ sur des jeux typés OSR. Et je ne pense pas de mémoire avoir déjà fait une partie en tant que joueur. Donc je vais avoir... C'est de l'OSR. C'est pas tout à fait faux, donc on rembobine. Je n'ai fait que peu de parties en tant que joueur ou en tant qu'MJ sur des jeux typés OSR. Mais j'avoue que je ne suis pas sûr d'avoir ressenti une grosse différence entre un jeu typé OSR et un jeu de rôle qui n'est pas typé OSR.
Voilà, après, j'entends ce qu'on appelle la note d'intention de l'auteur, mais j'avoue que sur la table, je n'ai pas vraiment eu l'impression de ressentir une grosse différence entre, une partie de Macadabre et une partie de l'Appel de Cthulhu ou une partie de Château Falkenstein, ou une partie de insérer un autre, nom de JDR. Après, c'est peut-être dans la manière dont j'ai abordé la partie, mais j'avoue ne pas avoir ressenti de grosses différences personnellement. Je rebondirais là-dessus en disant, est-ce que du coup c'est pas soit une erreur, erreur avec des grands guillemets, de présentation ou d'interprétation du MJ, est-ce qu'au final ça serait pas le rôle du MJ d'introduire la mécanique OSR aux ses joueurs, enfin en tout cas l'intention OSR, et aussi aux joueurs forcément de jouer le jeu derrière. Donc, est-ce qu'au final on a besoin de jouer différemment et de maîtriser différemment pour faire de l'OSR et pour avoir vraiment ce ressenti qui est recherché pour de l'OSR? Moi, je suis complètement d'accord, même si c'est plus que juste le MJ, effectivement, pour moi, c'est la table tout entière. Je citais le manifeste de Matthew Finch tout à l'heure. Il y a à la fois des conseils au MJ, genre comment amener de l'OSR dans vos parties, comment jouer, et des trucs aux joueurs et joueuses, mais qui sont vraiment des conseils, genre comment est-ce qu'on fait pour se sortir d'un donjon, globalement. Et une certaine façon de le faire, une certaine façon de penser. Un des exemples qu'il donne pour les conseils aux joueurs-joueuses, c'est de dire ne pensez pas que tout monstre que vous allez trouver sur votre chemin est forcément fait pour être vaincu. Ce qui est quand même une position vis-à-vis de l'histoire, c'est-à-dire c'est pas parce que je tombe sur un défi que je suppose que mon MJ attend que je résolve ce défi. Peut-être que je suis juste censé le contourner et ne surtout pas l'affronter. Mais après, plus largement, moi, il y a un truc que je vois sur l'OSR et qui guide un peu la façon dont j'y navigue, c'est on est peut-être habitué, en particulier avec la Forge, pour les gens qui aiment bien les jeux un peu alternatifs, à ce que la base de notre jeu, ce qui nous apprend à jouer, c'est le jeu lui-même. On lit le jeu, on voit les règles, comment ça fonctionne, on se lance dedans et si le jeu est bien fait, ça nous amène à une certaine logique, une certaine dynamique et on va faire marcher le jeu, quoi. Et l'OSR a vraiment ce côté, ok, tu as des principes qui sont donnés parfois, tu as des conseils OMJ, mais parfois pas du tout, en fait. Il y a beaucoup de jeux OSR qui sont écrits et lâchés comme ça, juste pour les gens qui savent déjà comment ça marche. Et la façon de jouer, c'est-à-dire le moteur de jeu, par exemple le système, concrètement, l'idée est autre part que dans le jeu, c'est dans une pratique globale. Donc pour moi, le SR a ça de pénible quand on veut entrer dedans, qu'il y en a de partout et on ne sait pas par où commencer. Donc c'est difficile de trouver sa porte d'entrée. Mais savoir jouer au SR, prendre un petit peu le contrôle sur cette façon de jouer, ça ouvre énormément de possibilités. Moi, quand j'ouvre l'OSR, c'est très modulaire. Les règles d'un jeu peuvent souvent s'appliquer sur un autre. Il y a beaucoup de soucis de compatibilité un peu à l'arrache qui se font. Et moi, je sais que quand je lis un nouveau jeu OSR, même si je ne vais pas y jouer tel quel, je vais pouvoir en retirer des morceaux pour les utiliser dans d'autres jeux, que je vais savoir comment ça se joue déjà, je vais savoir comment importer ça dans d'autres trucs, et ainsi de suite. Donc il y a une pratique globale qui se distingue, qui est assez bien expliquée, pas tant dans les jeux, mais plutôt dans des textes théoriques, des discussions, etc. Et qui englobe pas mal de choses, en fait. Du coup, si tu me permets une intervention, si l'OSR c'est plus une pratique globale que le réel mécanique, est-ce que du coup ça a un sens de créer des jeux, donc des mécaniques qui sont définis comme étant de l'OSR? Oui, parce que justement, la pratique n'est pas indépendante des règles non plus. Et l'exemple classique, ce serait les compétences. C'est-à-dire qu'avoir une compétence pour résoudre un certain type de problème, ça va à l'encontre de la façon de jouer OSR qui serait d'écrire toi-même comment tu t'en sors, quoi. Ça, c'est un truc en théorie que, dans certains milieux, on appelle les interstices. C'est l'idée que le jet de dés, il n'est pas là pour jouer quelque chose, il est là pour, au contraire, faire l'ellipse de quelque chose. Ce que tu joues, c'est les interstices entre les jets de dés. Et du coup, avoir des règles qui servent à gérer l'histoire, par exemple, ça va sans doute à l'encontre du côté très sauvage de l'OSR, où ton personnage peut mourir à la prochaine scène, au prochain... pas une scène, justement, au prochain couloir, quoi. Donc ouais, c'est avant tout une pratique, c'est-à-dire que c'est une façon de se saisir des règles, ça c'est hyper clair. Mais après, il y a des règles qui sont plus ou moins bien adaptées à cette pratique. Et donc on n'a toujours pas eu l'avis de Monsieur Philou sur les OSR. Je vais poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu, et j'en suis désolé. Mais si le but... Alors, je me souviens pas avoir joué à un jeu OSR. T'as joué à celui-là? J'ai joué à celui-là. Eh ben, effectivement, donc j'ai joué à un jeu OSR.
Il me L'homme qui semble dégaine des OSR avoir plus vite que son fait une ombre. partie avoir joué une partie de Lamentations of the Flame Princess, qui me semble est aussi un OSR. Alors la question que je me pose, c'est si le principe de base, c'est de retrouver un peu le type de jeu ou la saveur que pouvait avoir Donjons et Dragons, l'original, qu'est-ce qui fait que Donjons et Dragons 5, 5e édition, qui est actuellement, est-ce que ce jeu-là, qui est aussi censé être dans la continuité ou la perpétuation de Donjons et Dragons première édition, est-ce que c'est un jeu OSR? Et si ça n'en est pas un, pourquoi? Et si je veux si je veux faire du Donjons et Dragons entre guillemets, pour quelle raison est-ce que je me tournerais vers un jeu OSR plutôt que vers Donjons et Dragons 5e édition? Alors, moi, je vais bien tenter une approche n'étant pas spécialiste de l'OSR. Pourquoi est-ce que Donjons et Dragons 5 n'est pas un OSR? En fait, le mouvement de base de l'OSR qui se revendique le retour aux sources de Donjons et Dragons, on est à un stade où, bon, on vient de le voir tous, personne n'a touché au premier Donjons et Dragons. Donc, en fait, je pense que tu es plus dans une vision et dans une simplification du jeu, d'une simplification de la mécanique au maximum. Et du coup, Donjons et Dragons 5 n'est pas OSR parce qu'il y a tout le système de dons, le système de compétences qui rentre en jeu et qui alourdit. Du peu que j'ai lu et que je suis en train de lire du monde de l'OSR, en fait, tu te définis. Je vais prendre Donjon de Poche qui est derrière moi, qui est téléchargeable gratuitement sur le terrier du Gromph, où en fait ton personnage se définit juste par force, constitution, dextérité, intelligence, sagesse et charisme, et c'est tout. Et à partir de là, tu fais tout ton jeu là-dessus. Et je pense que voilà, la vraie volonté de l'OSR, c'est de tout simplifier et de redonner une vraie place à ton personnage dans le jeu, dans la partie et dans l'histoire qui est racontée. C'est plus le joueur qui dit je fouille la pièce, je lance perception. C'est je rentre dans la pièce et je soulève le tapis, je vais derrière le sofa et je tire tous les tiroirs et je les renverse par terre. Et je pense que nous qui sommes un groupe quand même qui est relativement très narratif et qui aime bien compter nos parties, ça nous paraît limite naturel en fait, cette tendance OSR. Mais dans ce cas, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui fait la différence dans ce cas entre du narrativisme et de l'OSR? Si il y a cet aspect qui est très important dans la manière de jouer. Et Parce je qu'on a vais te quand poser même, la question plus tard. je pense qu'on a quand même une volonté aussi d'avoir des règles imposées et surtout des règles qui brillent par leur injustice, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les OSR, alors que sur du narrativisme, souvent on va chercher à raconter une belle histoire. Là, on va raconter presque des tranches de vie de jeux de rôle, et ça peut finir abruptement. On a besoin en fait de cette espèce de déséquilibre de la force pour conter notre histoire, alors que sur vraiment un pur narrativisme, c'est pas quelque chose dont on a besoin. On n'est pas forcément dans la recherche du conflit, dans la possibilité et dans l'impossibilité. Au contraire, sur du narratif, la plupart du temps, tout est possible et on va essayer de donner du sens à ce qu'on fait, plus qu'autre chose. Tandis qu'on peut avoir quand même un vrai sentiment de réussite sur de l'OSR, d'avoir fait un truc qui normalement ne serait pas passé, ou au contraire un vrai sentiment d'échec en étant lancé dans un truc qui était beaucoup trop compliqué pour nous. Alors pour moi, il y a vraiment un gros truc à dire autour du rapport à l'histoire, justement, dans le jeu de rôle de manière générale, et puis dans le SR en particulier. Moi, j'avais été très marqué par une intervention de Vivien Féasson dans le colloque Engagement et Résistance. Il y a l'audio qui doit être trouvable sur Internet. C'est un audio où il parle des story games, donc a priori rien à voir avec le SR, mais il en parle au milieu, en se disant en fait quelle est la place de l'histoire dans nos parties. Qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on est là pour raconter des histoires? Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Et beaucoup de jeux autour de la Forge, par exemple, de jeux alternatifs, et en fait une large partie de ce que recherchent les gens, c'est souvent des jeux qui créent des histoires sympas.
que ce soit une histoire a priori, c'est-à-dire typiquement le scénario, quoi. Je te fais jouer un scénario, il y a une histoire que je vais te raconter, et on va voir où est-ce qu'elle évolue, où est-ce qu'elle se transforme, mais il y a déjà un matériau de base narratif, ou des jeux qui veulent une histoire férale, qui soit faite de rebondissements qu'on invente sur le moment, comme des PBTA, des jeux comme Apocalypse World, des choses comme ça. Il y a pas mal de variations là-dessus, hein. Je prends juste 2-3 exemples. Et l'OSR, moi, un des trucs qui est vraiment au cœur de ma pratique de l'OSR, c'est cette idée qu'il n'y a pas d'histoire, au sens, on refuse de faire des choix dictés par l'histoire. Si c'est vraiment très con que tu meurs à cet endroit-là avant d'avoir pu retrouver ton maître que tu cherchais depuis tant d'années, si c'est vraiment très con que tu tombes dans cette crevasse et que tu meurs et que ça flanque l'histoire par la fenêtre, ben on va le faire quand même, et puis tant pis pour toi. Il y a cette idée-là, en fait, que l'histoire, c'est seulement un truc a posteriori. C'est quand on aura joué, quand on aura fait plusieurs parties, on pourra se dire, OK, l'histoire de mon personnage, c'est ça, ça et ça, et c'est ça qui s'est passé. Mais sur le moment, on n'en tient absolument aucun compte. Ça, c'est quand même un rapport qui est peut-être... Alors, j'avais vraiment... Je trouve très bonne la question de savoir pourquoi jouer à de l'ESR plutôt qu'à des D5, qui est effectivement une évolution de D1. Une réponse partielle, c'est de dire que l'ESR est une tentative de réinventer le jeu de rôle, enfin de suivre un chemin d'évolution différent vers autre chose. Mais encore, il faut dire de quelle autre chose il s'agit. Et moi, une des raisons de jouer, une des forces, je trouve, dans ce mode de jeu, c'est le sentiment de réel qui en sort sur le monde. C'est-à-dire, je sais que les défis sont difficiles, je sais que l'histoire ne me permettra pas de les dépasser juste parce que c'est l'histoire. Et le monde résiste dans un certain sens, quoi. Il a un corps et il a une résistance, quoi. La chose me semble plus réelle, je crois plus facilement au monde parce que je ne peux pas passer dessus juste pour l'histoire. L'axe, enfin, ou les axes choisis, enfin, qui indiquent un chemin type OSR plutôt qu'un chemin type Donjon Dragon 5 sont une forme de enfin, pas simplification, mais de règles relativement simples et qui mettent en avant la description de l'action par le joueur, et un côté défi à relever et qui peut très bien ne pas être relevé, qui puise son origine dans justement le fait que Donjon Dragon était tiré de Wargame et que par définition les parties ne sont pas gagnées d'avance entre guillemets, ou la létalité est élevée. En fait, j'ai presque envie de dire que quelque part, l'OSR a un côté plus réaliste du jeu de rôle. Parce que là où on a des personnages qui peuvent s'appuyer sur leurs compétences, qui peuvent s'appuyer sur plein de choses, là on est des personnes entre guillemets comme les autres, même si on est des héros, dans un monde qui n'est pas facile, où si on a une vie d'aventurier, c'est dangereux, et on risque de le subir, de le vivre, et au final, on raconte l'histoire du jeu et on raconte pas l'histoire du personnage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On raconte l'histoire du jeu et pas les personnages. En fait, bien que l'histoire reste centrée sur le personnage, on va raconter l'histoire du monde, on va raconter une parenthèse sur l'histoire du monde, qu'est-ce qui arrivait à ce personnage-là, à ce moment en T, et on n'est pas là pour raconter l'épopée héroïque de ce personnage, dans le sens où il lui arrive ce qui lui arrive. Il va faire des choix, ses choix seront bons ou mauvais. Au final, le monde reste ce qui va être le plus gros facteur, alors de savoir si ça va réussir, si ça va échouer, qu'est-ce qui va croiser. Et on n'est pas là sur raconter un scénario, sur raconter un périple qui sera forcément héroïque ou forcément tragique. On est vraiment sur voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Je suis pas spécialement d'accord avec toi, je pense que c'est surtout que... Ouais, mais je vois ton raisonnement et je suis pas trop d'accord avec le raisonnement de ta question. J'ai approximativement la même, mais pas dans le même... un peu à contre-pied. C'est plus que raconter l'histoire du monde, en fait. Je pense que dans l'OSR, il y a ce vrai côté challenge et ce vrai côté, t'es là pour ton personnage, puisque c'est ton personnage, c'est toi, il faut que tu le traites bien, que tu fasses en sorte qu'il survive. Par contre, il faut que tu mérites, il faut que ton personnage, par ses actions et du coup parce que toi tu lui fais vivre, gagne le mérite de pouvoir raconter ses histoires à quelqu'un à une taverne, quoi. Et de pas rester dans un donjon entre deux pics.
Et je pense qu'il y a ce côté challenge et vraiment ce côté mérite. Et c'est à partir de là où tu vas arriver sur pas des comptes rendus de partie, mais sur un historique de ton personnage, un affect à ton personnage qui va être beaucoup plus riche que sur une version 1 d'L5R où tout ton groupe est à deux doigts de la mort et il y a le gardien de Jade, il y a Togashi qui vient, qui résout tous tes problèmes et finalement vous êtes à un PV dans le palais le plus proche, quoi. Après, si j'ai moyen de rebondir dessus, de ce que j'ai pu lire, enfin, je suis pas forcément un très grand pratiquant d'OSR, mais de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même bien plus une mise en avant des entre guillemets compétences du joueur, au sens où c'est vraiment le joueur qui va trouver une manière de résoudre, de désamorcer un piège ou de trouver une manière de fouiller une pièce qui va l'amener à trouver un passage secret ou je ne sais quoi. Du coup, de ce fait, enfin, c'est bien plus le joueur qui est mis en avant que le personnage, j'ai l'impression. Ben, le player skill fait partie intégrante de l'OSR, je pense. Et, enfin, en tout cas, le player skill est bien plus important que dans un jeu de rôle plus classique, d'après ce que j'ai. Oui, c'était la réflexion que je me faisais, justement, c'était que ce n'était pas tellement le personnage qui vivait une épreuve et qui la résolvait, qui passait, mais vraiment le joueur. Pour reprendre l'exemple de plutôt que de dire je fouille la pièce et je lance un dé, je dis ben voilà, je regarde sous le tapis, je fais tout un tas toute une description. Le principe de dire simplement je fouille la pièce et de lancer le dé, c'est que outre le fait que ça limite la description, enfin ça limite le temps de description et le temps de l'action, c'est qu'on part du principe que le personnage a déjà que le personnage voit la pièce, voit des détails voit trop de détails de la pièce pour que le maître de jeu en ait pu faire la description intégrale. Et donc, il y a forcément une partie des informations qui sont cachées auxquelles le joueur n'a pas accès, mais auxquelles le personnage a accès. Et que là où le joueur qui n'est pas dans la situation, qui n'a pas les compétences, qui n'a pas la description qu'ont le personnage, confie en fait au personnage le soin de gérer l'action et dire je fouille la pièce, le personnage sait quoi faire et on lance le dé pour savoir ce qu'il donne. Mais lorsque le joueur dit je regarde sous le tapis, le joueur fait toute cette description-là, c'est presque la compétence fouillage du joueur et pas du personnage qui est testée. Là, si l'idée... C'est un petit peu le principe, étant donné en plus que de toute façon la compétence fouillage du joueur n'existe pas, enfin du personnage n'existe pas généralement dans les ESR, vu qu'on va essayer d'avoir des panels de compétences très limités. Un truc, moi je valide effectivement ça, et je pense que cet apport au player skill, je parlais de réel tout à l'heure, pour moi l'apport du player skill, c'est aussi de nous pousser, ça nous force à interpréter plus directement le monde, quoi. Si je prends votre exemple standard, c'est la fouille de pièces. Mon exemple standard, c'est l'escalade, quoi. C'est comment tu montes un mur. Si vous avez un mur à monter qui est derrière lequel il y a la suite de l'histoire et que vous avez votre jet d'escalade qui va trancher si oui ou non ça passe, ou si vous avez une porte verrouillée qu'il va falloir crocheter et que vous allez faire un jet de verrouillage, moi, la question que je pose un peu, c'est si on a des compétences qui gèrent ça, quelle est la différence fondamentale entre un mur d'escalade ou une porte fermée? Si les énoncés qu'on fait au sujet de la fiction sont à peu près les mêmes, dire t'es bloqué par soit un mur, soit une porte, je fais un jet soit d'escalade, soit de déverrouillage de porte, ok c'est passé, tu peux y aller, ou c'est raté, laisse tomber, tu peux pas passer. En fait, ces deux défis-là qui peuvent sembler très différents sont gérés quasiment exactement de la même façon. Si on est en OSR, alors évidemment je simplifie, je caricature un petit peu, quoi. En OSR, selon les descriptions qu'on va avoir,
En fait, si moi je vous force à me dire comment est-ce que vous faites pour escalader ce mur, que je sache un petit peu ce que ça donne, je vais vous forcer à vous demander, ok, il est comment le mur, quel genre de prise il y a, est-ce qu'avec mon épée je peux les brécher pour me faire des prises, est-ce que ceci et cela. En fait, c'est un mode de jeu, une façon de penser la fiction qui nous force à nous demander comment est-ce que sont les choses et à interpréter le monde en fait en lui-même. Et je pense qu'il y a vraiment, pour moi, l'un des intérêts du player skill, il est là-dedans, en fait, dans la façon dont ça nous pousse à nous intéresser en détail à comment fonctionnent les choses devant nous, comment est le monde, en fait. Ce qui amène ce côté jeu du petit détail et notamment une certaine lenteur dans l'action. Les jeux OSR ont tendance à produire une certaine lenteur parce que pour résoudre n'importe quelle situation, on a besoin de poser des questions, de savoir comment elles sont tel ou tel truc et d'avoir tout un tas de détails. Du coup, je me permets de rebondir. D'après toi, quel est sur la façon de maîtriser l'OSR, quels sont les bons réflexes à prendre? On en a pas mal cité de manière générale. Hein. Un des commandements généraux de l'OSR, pour moi, c'est le ruling not rules, genre les décisions et pas les règles, au sens où on fait primer la façon dont on pense les choses sur le moment et qu'est-ce qui nous semble réaliste entre guillemets, en tout cas, qu'est-ce qui nous semble raisonnable, qu'est-ce qui devrait avoir lieu dans telle ou telle situation plutôt que le reste. Et un exemple concret que moi j'ai, qui m'énerve, qui m'étonne au contraire, c'est le rapport au combat. C'est-à-dire que moi, les combats en jeu de rôle, j'ai rarement trouvé ça très intéressant. Et les souvenirs de bons combats de jeu de rôle que j'ai en tête, c'est soit sur Pathfinder, donc c'est quasiment des 3.5 où tu as vraiment la grille, le nombre d'actions partout, tout un tas de règles très complexes qui font que si on prend le jeu comme un jeu de plateau, il est plutôt cool. Enfin, moi, je trouve ça, du peu que j'ai vu, c'est très tactique, mais du coup, toutes les actions que tu peux faire sont codifiées par le jeu. Et à l'inverse, l'OSR, où moi, j'ai complètement changé mon rapport au combat dans l'OSR quand j'ai arrêté de demander des jets d'attaque. C'était une espèce de principe matraqué dans ma tête que je faisais pendant longtemps, c'est tu attaques l'ennemi, tu fais ton jet d'attaque, il t'attaque, tu fais un jet de défense, ou on compare ta affaire. Ce qui n'est pas très intéressant, fondamentalement. Hein, c'est la boxe écossaise, quoi. Je tape, tu tapes, je tape, tu tapes. Et dans SR, je suis passé juste à un tout petit renversement qui est plutôt que de dire tu fais un jet et puis il sera éventuellement modifié si tu as un avantage tactique, si ça se passe bien ou quoi, etc. Je suis passé à non, en fait, par défaut, une attaque, c'est un coup qui va faire des dégâts et qui va faire mal. Et éventuellement, s'il y a des dangers, si ce que tu fais est difficile, il y aura un jet en rapport. Et les combats que je fais dans mes campagnes, dans ma campagne du cimetière, par exemple, sont hyper vivants. C'est-à-dire que c'est, je roule par terre, je reprends mon épée, j'essaie de la planquer dans la fente de son armure, je vais passer entre ses jambes et je vais essayer de le frapper dans le dos, des trucs comme ça. Et moi, j'ai retrouvé une vie assez cinématographique à ces combats qui ont en plus qui sont toujours très dangereux. L'OSR, un des caractéristiques de l'OSR, c'est souvent la létalité des personnages qui peuvent, sur un mauvais jet de dés, finir dans la tombe, quoi. Et moi, je prenais les règles de l'OSR de combat comme un truc brutal et rapide qu'on expédie. Et je me suis rendu compte au milieu qu'en fait, le côté ruling not rules, la tendance à se demander juste qu'est-ce qui arriverait et demander des descriptions plus précises pour savoir exactement qu'est-ce qui a lieu, elle amène à des tas de choses assez intéressantes dans certaines situations. Donc le ruling not rules, c'est plutôt la partie MJ, c'est comment est-ce que je gère les situations qui arrivent. Mais la suite de ça, c'est aussi de pousser à la description. Si l'autre me dit j'attaque, je dis oui, t'attaques comment? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu es conscient de ça? Et ainsi de suite. Et on entre dans une discussion que j'appelle la guerre de questions, et qui est un gameplay que je trouve assez vivifiant, assez intéressant. Mais justement, par rapport à ça, bon, je reviens peut-être un petit peu en arrière, mais par rapport au player skill, c'est pas quelque chose qu'on fait dans le jeu de rôle traditionnel plutôt naturellement avec le roleplay, au sens où quand on parle à la place de son personnage, c'est plus les compétences orales du joueur qui sont mises qui sont demandées, justement, en termes de compétences orales là. Mais c'est très variable. Moi, j'ai le souvenir d'avoir lu il y a longtemps des discussions interminables sur qu'est-ce qu'on fait justement avec le fait de convaincre les gens. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre dans des jeux de rôle qui ont des compétences? Parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont des compétences du genre convaincre, persuasion. Moi, j'ai commencé par DK2, t'as plein de choses comme ça. Et tu sais jamais à quel moment tu fais le jet, quoi. Il y avait des tas de philosophies différentes sur tu fais le jet, puis après on joue la discussion en fonction des résultats, ou tu fais la discussion, puis on met un bonus sur le jet en fonction de ce que tu as dit. Ou alors on fait pas de jet et on joue tout à la tchatch. Effectivement, la partie tout à la tchatch ressemble un peu plus à l'OSR. Et en fait, la question de la compétence, elle est assez bizarre et difficile en jeu de rôle. C'est-à-dire que moi, je crois qu'effectivement, on s'en rend pas toujours compte, mais oui, on applique certaines compétences qu'on a
des compétences orales, des compétences de ci, de cela. Et que le jeu de rôle, les jeux de rôle tradis, en mettant des compétences de personnages, nous permettent de faire une sorte de proxy, de dire, bon, en fait, telle et telle question, je délègue ça à mon perso, c'est lui qui se démerde, ce qui peut être très pratique. Le CR n'est pas un mouvement qui se veut supérieur à d'autres, c'est juste une façon de jouer parmi d'autres. Mais oui, en fait, le player skill est, disons, célébré dans l'OSR, là où il est vu comme suspect dans pas mal d'autres formes de jeux. On va se dire, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse jouer avec des gens qui n'ont pas telle ou telle compétence et qu'on va pouvoir quand même raconter leurs histoires. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait du player skill de partout, c'est sûr. Et parfois, on en retrouve effectivement beaucoup dans des formes de jeux qui ne sont pas forcément censés, qui ne le mettent pas en avant d'une façon intéressante. L'idée que j'avais en tête, moi, ce qui me gêne avec cette façon de jouer, c'est alors, en ce qui concerne il y a certains types d'actions où on est tous irrigués de culture pop et de grands combats épiques, et effectivement, on peut avoir mettre cet imaginaire à profit. Mais si je prends alors l'exemple que j'avais en tête est un peu différent, c'est, voilà, imaginons, dans le cadre de la partie, il y a un personnage qui est blessé, qui se retrouve à terre, et imaginons que je souhaite le soigner. Alors moi, personnellement, je n'ai aucune connaissance en médecine, mais du coup, est-ce que le fait que moi, joueur, n'ai aucune connaissance en médecine et n'ai aucune idée de ce qu'il faudrait faire, des gestes à appliquer pour avoir un effet médical ou tel traitement, est-ce que... Enfin, je trouve que c'est un côté un peu frustrant. Je caricature, hein, puis je me fais l'avocat du diable, voilà. Mais limite, si je fais du jeu de rôle, j'ai pas envie de jouer à Question pour un champion. J'ai pas envie qu'on me questionne sur mes connaissances dans tel ou tel domaine. Et j'ai l'impression, si on me demande de décrire comment j'escalade une paroi, ou comment je soigne quelqu'un, ou comment je me bats, ou comment je fais ci ou ça, voilà, j'ai l'impression il y a un côté un peu trial poursuite qui me gêne. Voilà. Ouais, je trouve que c'est une très bonne remarque. Je commencerai par dire la chose suivante, c'est si on fait un OSR où on joue des physiciens nucléaires qui sont hyper forts en mécanique quantique, et qu'à chaque fois qu'on a un problème de mécanique quantique, il faut le résoudre avec des équations, et qu'on n'y connaît rien, on va jamais réussir à jouer à ce jeu, quoi. Donc, en fait, s'il y a des champs de compétences spécifiques, des connaissances qu'il faudrait avoir pour pouvoir jouer à l'OSR, et que ces compétences interviennent réellement dans le jeu, on est dans la merde, et ça risque de pas être intéressant du tout. C'est peut-être un point à dire, c'est que la présence du player skill ne rend pas forcément le jeu intéressant, même si on est dans une dynamique OSR, parce qu'on peut se retrouver face à des situations comme ça. Bon, alors l'exemple de la physique nucléaire, il est rigolo, mais l'exemple des blessures que tu donnes, en plus, il est pertinent parce que ça arrive réellement, concrètement, dans un jeu comme ça. Je disais tout à l'heure quand même qu'il y a une logique d'univers qui prime un petit peu tout le temps, et une façon d'arbitrer ça, ce serait de dire, ok, en fait, on pourrait se mettre d'accord assez rapidement en disant ok, bon, t'es un aventurier, des blessures, c'est la 20e que tu vois, donc tu sais faire un bandage, tu t'en sors, quoi. Il y a aussi beaucoup ce côté-là dans l'OSR de dire bon, t'es un voleur, c'est bon, t'as tes accès, c'est bon, tu sais crocheter la serrure, ou t'es un aventurier, oui, c'est bon, tu sais faire un bandage, quoi. Ensuite, sur la question de la compétence en elle-même, la connaissance qu'on a, faut pas oublier qu'il y a les compétences et connaissances du joueur à la joueuse, mais aussi celles du MJ. Si tu connais rien en médecine et que tu m'expliques que je fais un garrot, comme ça j'arrête le saignement, je vais te dire oui, très bien, c'est super. J'ai découvert très récemment qu'un garrot, c'est un truc qui te fait perdre un membre, en fait, si c'est mal fait. Moi, j'ai pas la moindre idée de ça, j'avais pas la moindre idée de ça avant. Ça ne va pas arriver, alors même que ça devrait être la conséquence, parce que moi, j'y connais rien non plus. Et on peut s'harmoniser là-dessus, sur nos connaissances, quoi. On peut avoir des vrais problèmes d'expertise, je pense, si on n'est pas du tout au même niveau, si quelqu'un a envie de décrire en détail toute la médecine qu'il ou elle fait, et que les autres sont désolé, mais j'y connais rien, quoi. Et quelque part, c'est vrai qu'on n'est pas là pour ça. Donc, moi, je reviens sur l'idée de player skill en disant, le player skill, c'est une chose, mais après, tout un pan de l'OSR, ça va aussi être de nous mettre face à des problèmes et des situations où on ne sait pas ce qu'il faudrait faire, où on ne sait pas comment ça marche. Les mondes magiques, les mondes bizarres, les mondes Menfan sont aussi un bon point de départ, parce qu'ils contiennent tout un tas de choses qu'on invente et qu'on voit exister, quoi.
Veins of the Earth, qui est un des OSR que j'ai le plus joué, donc c'est rattaché à Lamentations of the Flame Princess, où tu es lâché dans des souterrains très bizarres et très immondes. On est sans cesse confronté à des créatures étranges qu'on ne comprend absolument pas. Il n'y a aucune description, il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance comment ils fonctionnent. Et une description sur deux, on peine juste à comprendre ce à quoi on est confronté là maintenant. Et on est face à tout un tas de problèmes pour lesquels personne n'a la moindre idée. Personne ne sait comment est-ce que tu fais pour réagir face à une abeille atomique ou un papillon ultraviolet ou un anglerfish. On n'y connaît rien en fait. Et c'est ça qui est le plaisir, qui est d'essayer de comprendre le fonctionnement de quelque chose de nouveau, de ne pas faire de conneries. Et on est dans des champs scientifiques. La magie nous offre tout un tas la magie surnaturelle de Ménage nous offre tout un tas de champs de compétences sur lesquels personne n'y connaît rien et on peut plus jouer à tester, jouer à réussir des trucs sans avoir à mobiliser des compétences techniques qui seraient effectivement pas le jeu le plus fun du monde. On est d'accord. Est-ce que du coup vous avez une vision un peu plus claire de l'OSR après toutes ces palabreries? Un peu. Il faudra que je regarde la vidéo que tu as faite juste avant pour avoir une idée encore un peu plus claire. Et Moi aussi. c'est intéressant. C'est intéressant et alors de mémoire, ça ne ressemble pas du tout à la partie que j'avais faite de Lamentation of the Flame Princess. C'était pas du tout ce qui avait été mis en avant. Du coup, je serais assez curieux de, maintenant que nous sommes tous plus calés en OSR, que nous fassions une partie de test en essayant justement de se mettre dans cette optique-là. Eh bien, ça me semble un parfait rebondissement pour... Est-ce que vous avez des jeux à conseiller pour découvrir le genre et faire des parties tests? Moi, j'ai Donjon de Poche. Je vous ai déjà parlé de Donjon de Poche. C'est bien, Donjon de Poche. C'est un téléchargement gratuit sur le terrier du Grumpf. Le 1 ou le 2? Non, pas Dragon de Poche, Donjon de Poche, l'ancêtre de Dragon de Poche. Autant pour moi. Donc ça, c'est la fiche personnage avec toutes les règles pour les joueurs. Et tout le matériel du MJ tient sur 2 autres pages qu'on vous conseille gentiment d'imprimer sur du papier cartonné pour en faire un écran de MJ. Et vous allez vous familiariser avec ça, avec la simplification à l'extrême des règles OSR. Et après, non, pas plus sérieusement, mais pour vraiment approfondir le truc. Puisque là, ça s'adresse quand même à des gens qui connaissent à minima le jeu de rôle. Il y a Cœur Vaillant, Coureur d'Orage qui sont assez bien foutus, qui sont achetables sur Lulu pour moins de 15 balles. Et La Frontière, pour ceux qui ont envie de jouer en SF, un jeu à la Borderlands et Destiny. Par contre, il faut avoir déjà joué au jeu de rôle avant, parce que comme c'est dit à l'arrière, tous les conseils du MJ ont été enlevés pour pouvoir mettre plus de flingues. Ah, je vous jure, il y a 8 pages de règles, 130 pages de pistolets. Et il y a des scénars de fou par contre. Tu as lu les scénarios? Ouais. Dingue. Ouais, de dingue, parce que je comprenais pas comment il voulait amener son truc, et le truc que je ne fais jamais, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, j'ai lu les scénarios, et ils sont bons, et vu qu'ils n'ont pas mis de conseils pour gérer le jeu, en fait, c'est en lisant le scénario que voilà, tu apprends à apprivoiser le jeu et à gérer le truc. Et du coup, c'est hyper bien foutu. Et ça doit valoir 16 balles. C'est traduit par le Grumpf. Cette fois, ce n'est pas du Grumpf, mais ça doit valoir 16 balles, je crois, sur Chibi. Sur lulu.com. Donc voilà mes propositions. Fort bien. Moi, j'en citerai 2. J'ai Into the Odds, la version française. Into the Odds, c'est un jeu qui est très... c'est un jeu qui a beaucoup de charme, c'est-à-dire on plonge dedans en quelques instants et ça dépeint un univers glauque, brutal, assez intéressant. C'est une espèce de ville industrielle, dégueu, crade, dans laquelle on descend dans ces souterrains pour affronter des cultes stellaires, retrouver des vieux artefacts perdus et ce genre de choses. C'est cracra. Le système de création de personnages est hyper rapide et assez génial. Enfin, les règles de Ménage sont
En gros, c'est l'ESR troisième vague, ce qu'il a fait de plus épuré. C'est ultra minimal. C'est assez bien guidé. Alors, il y a beaucoup de versions différentes de Into the Odd. Il y a une version en une page en anglais, il y a une version anglaise un petit peu plus longue. Et la version française, elle est vachement complétée. Il y a beaucoup de trucs en plus. Elle est pas mal pour prendre un petit peu en main. Il y a beaucoup de tables aléatoires, beaucoup de matos de manière générale. Et c'est un bon exemple d'un OSR qui n'est pas juste revenir à l'ancien, mais qui est vraiment un nouveau développement, quoi. C'est assez unique comme jeu Into the Odd. Et un autre qui est vraiment qui est beaucoup plus juste des règles pures adaptées au Donjonverse, donc un truc plus Medfan classique, mais qui est mon gros coup de cœur, c'est Macchiato Monsters d'Éric Nieudant, qui puise un petit peu dans le narratif, c'est-à-dire c'est un OSR dans lequel on va retrouver des choses comme un trait écrit librement qui donne un bonus dans certaines situations. Et il y a un côté assez libre, notamment dans la magie. Quand tu inventes un sort, tu négocies avec le MJ et puis t'as un petit peu tu peux inventer les sorts que tu veux, par exemple. Et Macchiato Monsters, j'ai eu un petit échange avec Eric sur Twitter, ce qui m'avait amusé, moi je trouve que c'est un super jeu pour faire des parties improvisées. Notamment, alors Into the Odd et Macchiato Monsters ont un point commun, c'est qu'ils ont de la génération aléatoire d'équipements au début du personnage, ce que je trouve génial. C'est tout bête, hein, mais qu'est-ce que tu portes sur toi, qu'est-ce que tu as, ça te donne une bonne idée de quelles sont tes possibilités, qu'est-ce que tu peux faire, mais aussi d'où tu viens, quel est ton background. Moi, c'est un des trucs que je regarde le plus quand j'achète un nouveau jeu ASR, c'est comment tu détermines ton équipement de base, parce que c'est un truc qui forme énormément de jeux. Et Macchiato Monsters a cette tendance, je vous laisse aller découvrir comment c'est fait, c'est assez étonnant et c'est assez génial. Nous donne des équipements qui sont assez ancrés dans le réel, quoi. Tu peux commencer avec des biscuits au raisin, une vieille épée rouillée, des trucs comme ça. Et moi, je le trouve génial pour se lancer immédiatement sans préparation. En plus, tu as des petites tables de PNJ, des petites tables de début d'histoire ou de situations un peu invraisemblables, des tables de divinité auxquelles se lier, avec autant le dieu du feu et de la rage que le dieu du lait et des cultures, tu vois, le genre de déesse fermière, de dieu fermier qu'on va prier dans les campagnes, choses comme ça. Et j'avais découvert, donc, en discutant avec Eric, qu'en fait, lui, il n'y joue jamais de façon improvisée. Il a toujours au moins un petit quelque chose, une situation, un scénario. Donc, je découvrais qu'en fait, moi, le jeu que je trouve génial pour ça, il ne l'utilise pas comme tel. Mais c'est de là, quoi. Soit Into the Odd pour avoir un shot dans un truc qui est très esthétique, très étrange et très brutal pour jouer à fond sur le côté mortalité des PJ et avoir une proposition de jeu qui soit tranchée. Moi, je crois que quand je joue au CERF, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un truc spécial, quoi. Soit Macchiato Monsters pour le Donjonverse, avec un vrai ancrage dans qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, et puis un petit côté narratif inventif. Du coup, je vais en avoir 3 de mon côté. Le premier, ça va être le grand classique, le Black Hack de John Black, qui est donc à la base en anglais, qui a été traduit en français, qui est très facile à trouver en français, qui vraiment représente, j'ai presque envie de dire, un petit peu le maître étalon de l'OSR. J'ai dit Black Hack, vous avez beaucoup de jeux qui incluent dans leur titre le terme hack. Et du coup, bien entendu, il y a eu un Cthulhu Hack disponible chez 12 singes. 15 balles, 40 avec le recueil de scénario et l'écran. On connaît tous l'expression tu prends Cthulhu et tu adaptes. Là, c'est tu prends le Black Hack et tu adaptes à Cthulhu. Du coup, si vous connaissez déjà un petit peu Cthulhu, vous connaissez l'univers, vous avez juste à vous réadapter un petit peu au niveau mécanique et esprit et mentalité. Et puis, ça passe crème. Et enfin, Mais excuse-moi, mais j'ai une question pertinente. Du coup, si tu fais une telle adaptation sur Star Wars, est-ce que ce serait le Star Hack? alors je pense. Elle est là. Voilà, je suis pas venu pour ma compétence comme vous l'aurez deviné, donc fallait bien que je justifie ma présence. On sent la caractéristique de 16S quand même. Ça m'a l'air Et tout à fait justifié. donc, ma dernière proposition sera Explorateur des Bruines de Vivien Féasson, dont nous avons peut-être déjà entendu parler il y a quelques temps, qui est aussi l'auteur de Perdu sous la pluie, Libreté. l'auteur de Libreté, voilà, qui du coup donc se passe dans le même univers, qui reprend vraiment cette mentalité OSR.
que je trouve personnellement un petit peu dur à lire, car le jeu est vraiment écrit comme un enfant avec des fautes d'enfant. Mais si vous arrivez à passer au-delà, franchement, c'est une très bonne expérience. J'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de le maîtriser, mais personnellement, j'ai hâte de tester ça. Bon, bah, moi, ce que je peux vous conseiller, bon, je suis en train de le lire, donc mais il me semble, il a déjà été conseillé par Adrien, c'est Cœur Vaillant du Gomf, qui est très bien, que je trouve très agréable à lire en plus, parce qu'il y a un côté assez feel good dans l'univers qui est dépeint, ce que je trouve très agréable, surtout en ce moment. Et surtout, je conseille beaucoup Le Compagnon, qui est une source d'inspiration qui est absolument géniale. Pour ma part, je ne vais pas faire semblant d'avoir un jeu à conseiller alors que je savais à peine il y a 30 minutes de quoi nous allions parler. Néanmoins, je serais assez curieux de faire une partie de Dungeon World, propulsé par Apocalypse, si tant est que ça fasse partie de la grande famille des jeux OSR, ce dont je doute. Je pense que pas tout à fait. Pas tout à On est fait. encore sur un autre postulat. Mais Mais tu peux c'est jouer noté à quand même. Dungeon World Hack. Exactement. Mais attends, alors, là, il y a un truc qui s'appelle World of Dungeons pour ça. Bon, Dungeon World, pour moi, c'est vraiment une passerelle, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a la même volonté que beaucoup d'OSR du début, de dire on veut des nouvelles règles assez simples pour pouvoir jouer à des vieux modules. Une des ambitions dans Dungeon World, c'est qu'il soit compatible avec des modules D&D, ce qui est assez rare, ce qui n'est pas du tout un truc qu'ont les PBTA en général comme critère. Et après, oui, il a une façon de faire qui privilégie plus l'histoire et qui n'est pas très OSR dans l'esprit, mais c'est pas impossible d'y jouer de façon OSR. Mais par contre, il y a un petit OSR que je trouve très drôle et que j'adore, qui s'appelle World of Dungeons. Donc ça tient en genre 3 pages, c'est écrit par John Harper et ça a été traduit en français par Grégory Pogorzelski. C'est un jeu qui se présente de la façon suivante. C'est à quoi ressemblerait le premier Donjons et Dragons si l'édition actuelle de Donjons et Dragons était en fait Dungeon World. C'est-à-dire, en imaginant que le mainstream du jeu de rôle soit jeu de donjon soit Dungeon World, à quoi aurait ressemblé son point de départ, quoi. Et donc c'est une sorte de jeu OSR avec les 2D6 où tu joues une classe et c'est assez bizarre, ça se lit en 5 minutes, hein, c'est vraiment 3 pages, je l'ai dit. Et mine de rien, ça dépeint un petit peu un bout d'univers. Et je le trouve très rigolo, celui-là, comme vraiment système minimal que je sors de temps en temps, il y a ça. Je vais m'y renseigner, ça a l'air très chouette. Alors, moi aussi, hein, c'est pour les grands habitués de la chaîne, vous êtes au courant, je suis un grand fan de The Mutant of X de Monsieur Skullfungus, donc où on va jouer des mutants dans un monde post-apocalyptique qui a été recouvert par les jungles. Le jeu fait... Voilà, vous avez l'intégralité du jeu pour le MJ, il y a la même chose pour les joueurs. Ça doit être long à lire, non ? Oui, alors c'est très compliqué à lire parce que si vous voulez le jeu en français, vous devrez, je pense, demander à l'auteur et vous aurez la version qui a été traduite par moi et donc qui est pleine de fautes d'orthographe et de fautes de grammaire. Mais bon, ceci est une autre histoire. Mais donc voilà, c'est un jeu qui est assez feel good dans le fond, dans son OSR. Les mécaniques sont très proches de Into the Odd, donc vraiment minimaliste à l'extrême. Il y a 3 caractéristiques et ça fait absolument tout. Mais il y a un petit système de progression qui est très rigolo avec les mutations. Bref, c'est un jeu que j'apprécie énormément et que certaines personnes que je ne citerai pas me demandent régulièrement de continuer la campagne. Autre jeu, forcément, d'un auteur que j'apprécie tout particulièrement, Monsieur Ino, et on va parler de Macadabre. Donc Macadabre, les brigades de la Malmort, où on va jouer des médecins pestes qui vont arriver dans une contrée où il y a une nouvelle maladie et ils vont devoir comprendre ce qui s'y passe. C'est un petit peu particulier comme type d'OSR parce que là on a vraiment un scénario qui est fait de A à Z. On a toute la trame narrative qui est en place et on retrouve tout ce qui va être l'OSR dans la description des scènes qui sont extrêmement courtes, mais on va avoir également tout les règles très limitées, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu un entre-deux de l'OSR et je me dis que ça peut être pas mal pour des MJ qui voudraient s'y essayer parce qu'on est quand même pas mal guidé
comparé à d'autres jeux qui tiennent sur une page et un quart. Eh bien messieurs, si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment, sinon on se quitte là. Life is Hard est-il un jeu OSR? Alors je dirais que ça va un peu à l'opposé, étant donné que dans Life is Hard nous avons quand même 100 compétences. Ah oui, mince, j'avais oublié ce point de détail. Mais Tu as 100 effectivement il y a... compétences à choisir parmi une liste de 4234. Non, tu en as 42 à choisir parmi la liste de 100, sachant qu'il t'en faut exactement 42 et que tu n'as que 30 secondes pour les choisir. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors c'est exactement ça. C'est un jeu que j'ai proposé, que Tu j'ai écrit. À Black Book Edition, ils n'ont Ils n'ont pas accepté. Non, c'est un jeu que j'ai écrit à la base qui était une parodie pour les rôlistes qui font faire énormément de jets pour tout et n'importe quoi. Et donc en fait c'est un jeu qui fait faire des jets de dés pour tout et n'importe quoi et qui va rendre tout difficile à l'extrême. Donc vraiment un scénario type, c'est se lever de son lit et aller chercher le pain. Sauf qu'il va falloir que tu fasses des jets de dés pour savoir si tu as su mettre ton réveil, si tu arrives à coordonner tes bras, si plein de choses. C'est Voilà. un peu le Octodad du jeu de rôle en fait. c'est ça. Exactement. Un petit peu. Voilà, tu es en plein dedans. C'est à peu près aussi débile. C'est des parties de 30 minutes, c'est assez rigolo. Enfin, en tout cas, nous, on a passé des bons moments sur ce petit jeu. Et qui est bien sûr disponible gratuitement sur la chaîne. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus. Pour ceux qui s'y connaissaient et ceux qui s'y connaissaient moins, merci beaucoup à KF d'avoir été un véritable expert ce soir, de nous avoir fait l'honneur de sa présence. Eh ben, merci à vous. À une prochaine. Et à tous ceux qui nous suivent, eh bien, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel atelier jeu de rôle et on parlera très probablement des résultats des Graals d'or de cette année vu qu'on ne l'a pas encore fait. Sur ce, à la prochaine. Tout de suite. Ciao. Salut. Bye.